pas compliqué, Daniel, t'aimes ça les images? Je vais te donner une image. On va assister au grand feu l'Auto-Québec. C'est quoi ça? Ça va péter de partout. T'es responsable de me livrer quelque chose qui marche, puis ça marche pas. Puis je te repaye encore. Je te repaye encore. Mon plombier est venu, pas fait le job, je le rappelle, puis il me charge encore tant de l'heure. Tout mon rôle, c'était justement d'aider la société à prévenir ce genre d'affaires-là, mais que finalement, c'était comme un simple. Je veux rien entendre, je veux rien voir, je veux rien dire. C'était à peu près ça. 3 extraits des travaux de la commission Galland la semaine dernière qui illustrent les difficultés d'implantation du système SACLIC. Les témoignages jusqu'ici ont été particulièrement accablants pour le gouvernement et les travaux ne sont pas terminés. Quel sera l'impact sur l'administration Legault? Alex, Chantal, Fanny, bonjour. Bonjour. Michel n'est pas avec nous cette semaine. Fanny a accepté gentiment de le remplacer. Merci beaucoup. Je commence avec vous, Alex. Bon, là, on a entendu. Il y en a eu d'autres des déclarations de ce genre-là la semaine dernière. C'est rough, c'est dur pour le gouvernement, puis ça vient jeter une lumière particulière sur la façon dont on a géré SACLIC. Hein? Oui, moi, je pensais qu'on aurait droit à une commission d'enquête assez technique où des informaticiens se parleraient entre eux. On n'est pas là-dedans, là. On est dans les métaphores, les feux d'artifice. Non, c'est assez spectaculaire ce qui sort de cette commission-là, ce qui prouve son utilité d'abord. Ensuite, on est rendu à au moins 4, si ce n'est pas 5, là, différents vérificateurs internes, vérificateurs de la comptabilité, vérificateurs de l'informatique qui sont venus dire nous, on avait repéré les problèmes avec ce système-là. Soit la facturation était abusive, soit que ça ne fonctionnait pas. On a essayé d'alerter le conseil d'administration qui ne voulait pas trop savoir ou du moins les questions n'étaient pas très pertinentes. On a essayé d'alerter la haute direction qui disait vous savez, le contrat, il est capé, ils ne peuvent pas dépasser 458 millions, alors peu importe combien ils nous chargent, ça n'a pas d'importance. OK, mais mettons qu'on aurait été capable de le faire pour moins de 458 millions, que ça aurait pu être intéressant. Mettons. Ce qui sort de là est assez incroyable. Et ce que ça montre, c'est que les mécanismes étaient en place. Il y a des gens qui ont vu ce qui se passait, les drapeaux rouges ont été levés, la structure, elle était bien faite, c'est-à-dire que le comité d'audit relève du conseil d'administration et non pas de la direction. Tout était fait dans les règles de l'art. Mais si dans ces chaises-là, on a des gens qui ont, par nonchalance ou qui ne font pas leur travail, on se retrouve quand même avec des fiascos. Et ce que je me dis, c'est que c'est vraiment... Contrairement à la commission Charbonneau, là, où on avait le crime organisé, la mafia, les ristournes, des politiciens là-dedans, pour l'instant, on assiste à un fiasco ordinaire, un dérapage en bonne et due forme parce que des gens n'ont pas fait leur travail. Oui. Fanny, quelque part, il y a quelqu'un, c'est ça, parce que Alex le souligne, effectivement, les drapeaux rouges étaient là, ça flashait de partout. Il y a quelqu'un qui n'a pas regardé les signaux, qui n'a pas voulu les écouter. Oui, exactement. Et au départ de toute cette saga-là, on avait l'impression que les dépassements de coûts, tout ça, c'était simplement que le gouvernement caquiste s'était fait rouler dans la farine à cause de l'inexpertise qu'il a pour ce qui est du dossier informatique. Mais finalement, comme l'évoque Alec, là, on a énormément de personnes qui ont levé des drapeaux rouges et qui se sont fait ignorer. Et même si pour l'instant, il n'y a pas de politiciens qui sont accusés d'avoir mal géré, tout ça reste que ça rejaillit très négativement sur le gouvernement caquiste. Pourquoi? Bien parce qu'il existe quelque chose qui s'appelle la responsabilité ministérielle. Donc, les gens s'attendent à ce que le gouvernement scrute avec beaucoup de précision et de détails ce qui est dépensé, l'argent qui est dépensé des contribuables. Et là, on n'a pas l'impression que c'est ce qui s'est fait. Alors, en ce moment, le gouvernement caquiste, il est pas mal, sa popularité est pas mal au plancher. Il aurait vraiment besoin de quelque chose pour l'amener plus haut, mais on a cette saga qui le tire au 3e sous-sol. Alors, ça va être difficile pour ce gouvernement caquiste, je dirais, de se sortir de tout ce marasme-là. Chantal, c'est particulièrement dommageable pour le gouvernement Legault, tout ça. Hein? C'est parce que l'impression qu'on a, c'est d'une immense désinvolture, le contraire de la rigueur, dans un premier temps. Mais deuxièmement, SACLIC, c'était quand même pas un petit programme marginal dans l'action de ce ministère-là ou du ministère ou du gouvernement en général. Ça se passait pas dans un coin sans que personne se pose des questions. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième, c'est après ce qui était arrivé au système de paix fédéral, Phoenix, on aurait pu croire que n'importe quel gouvernement qui s'embarquait dans une aventure de ce genre-là aurait voulu se garder aux aguets de ce qui se passait pour ne pas se retrouver dans le même genre de situation.
ce que la Commission est en train de démontrer jusqu'à présent, et Fanny a raison, c'est que les raisons officielles, on ne savait pas trop ce qu'on faisait, l'informatique, vous savez, ça dérape. C'est pas là qu'on est du tout. Si ça avait été un projet pour monter une cabane de patates frites, elle aurait aussi coûté 6 fois son prix parce que personne ne s'intéressait au fait que tout à coup, la pomme de terre qu'on avait achetée à 50 sous, on allait la payer 3 $. C'est pas des petites choses là, cachées. C'est des gens qui sont payés un taux horaire qui est multiplié par 5 ou 6. Alors, et donc, les vérificateurs, même quelqu'un qui n'est pas vérificateur puis qui voit ça normalement, dit est-ce qu'on peut savoir quelle acquisition de connaissances instantanées justifie une augmentation de salaire de cette ampleur-là. Donc, ça ne fait pas très sérieux, puis ça pose des questions sur la gestion de façon générale du gouvernement. Non. La comparaison avec la cabane à patates frites. Peut-être qu'au moins, on aurait fini avec des frites avec la cabane à patates. Ça aurait peut-être fonctionné à la fin. L'huile, ça coûte cher. Est-ce qu'il faut mettre la SAQ en tutelle, Fanny? Parce que là, les partis d'opposition ont dit, bon, on est rendu là. Est-ce qu'il faut aller là ou... Bien, je pense que c'était probablement habile de la part du Parti libéral de le proposer parce que ça leur permettait de s'inscrire dans ce débat-là. Si le gouvernement caquiste choisissait d'aller de l'avant de cette façon-là, ça pourrait lui permettre peut-être d'avoir repris le contrôle du dossier, mais je ne suis pas certaine qu'à ce point-ci, ce soit vraiment utile. Parce qu'en ce moment, la commission Galland, plus elle creuse, plus elle trouve. Ce qu'elle trouve, c'est assez invraisemblable. Donc, laissons-la faire son travail. Il y a un rapport qui est attendu le 30 septembre, à peu près un an avant le déclenchement des prochaines élections provinciales. Ça augure bien, ça donne le ton. Alors, probablement qu'à partir de ce moment-là, il va devoir y avoir des actions très tangibles, très concrètes qui vont être posées parce que, en ce moment, la confiance du public, elle est en train de s'éroder. Ouais. Alex puis Chantal, ensuite là-dessus, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tutelle, puis qu'est-ce qu'on attend des témoignages des ministres aussi qui s'en viennent là, au cours des prochaines semaines? La SAQ est déjà sous une forme de tutelle. Ça ne porte pas le titre, mais c'est déjà le cas parce que ceux qui ont été nommés là ont été nommés après le début du scandale, donc Éric Ducharme comme PDG et surtout Dominique Savoie comme président du conseil d'administration. Ça, c'est deux hauts fonctionnaires de carrière très respectés au bureau du premier ministre qui ont le numéro de cellulaire de François Legault. Donc, c'est déjà des gens qu'on a mis là et qu'on a dit « va faire le ménage de ce qui se passe, puis tiens-nous au courant ». Donc, il y a déjà... Ce que ça ferait de plus, c'est de dire que le ministre prend le contrôle de la société d'État. Honnêtement, ça ne changerait pas grand-chose. Il y a déjà là des gens en place qui ont la confiance du premier ministre. Et donc, je ne pense pas que ça changerait grand-chose. Je suis assez d'accord avec Fanny. Laissons la commission Galland aller jusqu'au bout, puis on verra après les actions qui devront être prises. Chantal, est-ce que... à quoi vous attendez, vous, des témoignages des ministres qui s'en viennent? Parce que là, c'est eux qui sont les prochains. Là. Je m'attends à ce que chacune de leurs comparutions soit une mauvaise journée pour le gouvernement, quelles que soient les réponses, parce que ça s'est passé, et là, on revient à la responsabilité ministérielle. On ne peut pas arranger ça. Et là, je vous ramène au Paul Martin, qui devient premier ministre, qui reçoit le rapport de la vérificatrice générale sur le programme des crédits et qui, là, est pris complètement. Il ne peut pas gagner parce que, ou bien il le savait et il n'a rien fait, ou bien il ne savait pas et dans ce cas-là, il ne faisait pas sa job. C'est à peu près la dynamique dans laquelle ces comparutions-là vont se passer. Ça se passait sous votre nez, vous ne vous en êtes pas aperçu, donc vous n'êtes pas très vigilant. Ou bien vous le saviez, puis vous n'avez pas pris ça au sérieux. Alors, il n'y a pas de bonne journée dans ces comparutions-là. Oui, effectivement. Placé comme ça, il n'y a pas de bonne issue, ouais. Ça, c'était à Québec. On va en reparler encore parce que c'est pas terminé. Il y a encore 2 semaines de témoignages, puis on a pris un peu de retard, alors on va ajouter, je pense qu'on passe de 4 jours à 5 jours là, à la commission. Pendant ce temps-là, à Ottawa, on revenait en chambre cette semaine. Première discours du trône, le roi est en ville. Première période de questions. M. Carney a mis le pied sur le tapis de la Chambre des communes pour une première fois. Chantal, comment est-ce qu'il s'en est tiré la semaine dernière dans l'ensemble, M. Carney? L'opération Discours du trône, le roi qui lit et tout ça, de façon générale, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de faux pas. Il n'y avait pas de phrases là-dedans qui ont collé à la peau du gouvernement dans le mauvais sens du mot. Les ministres n'ont pas fait d'improvisation en patinant sur des thèmes qui ne faisaient pas partie du message du gouvernement. Et il n'y avait pas de surprise dans le Discours du trône qui ne nous en a pas appris beaucoup, finalement, sur les détails des projets de M. Carney. Sur la période des questions,
Écoutez, je pense que faire l'exégèse de la performance du premier ministre à la période des questions, c'est une analyse pour initiés qui n'ont rien à faire en semaine. Parce que pour la majorité des Canadiens, la période des questions, c'est pas un moment pivot de la journée. Il avait pas l'air, il s'est pas écroulé, il avait pas l'air d'un chevreuil pris devant les phares d'une voiture. C'est à peu près tout ce qu'on peut en dire. Et les conservateurs n'avaient pas non plus un gros os à gruger. Alors, on verra pour la suite. Mais on n'est pas dans un moment de crise pour le gouvernement. La suite, ce sont les projets de loi. Ouais. Ceux que M. Carney veut présenter plus tôt que tard. Bon, les baisses d'impôts, on a compris, ça va passer. Les conservateurs vont appuyer la mesure. L'histoire des barrières interprovinciales, ça se passe entre les provinces et le gouvernement fédéral. Et on ne parle plus d'une loi le 1er juillet, mais bien d'un projet de loi présenté le 1er juillet. Le gros morceau, c'est cette idée d'encadrer les projets dits d'intérêt nationaux pour les mettre sur une voie plus accélérée. Et là, de quoi on parle exactement, c'est pas encore clair. Comment ça marche, ça l'est encore moins. Et ça, c'est le gros morceau. Et l'exécution de ça va demander beaucoup de doigté, pas seulement de doigté de conception, mais de doigté politique, de doigté parlementaire pour réussir à faire une loi qui ne suscite pas un tollé, une levée de bouclier, ou bien dans certaines provinces, ou bien dans les milieux écologistes, ou bien chez les Premières Nations. Mettons qu'on va voir ça la semaine prochaine, en gros, et j'ai hâte de voir. Ouais. Quelqu'un me disait la semaine dernière, une période de questions qui ne fait pas les nouvelles, c'est une bonne période de questions pour le premier ministre. Ils étaient bien contents. Alec, ces fameux projets, est-ce que c'est faisable d'asseoir toutes les provinces, tous les territoires ensemble et de dire, hey, on va se trouver 3 ou 4 projets, puis on va partir là-dessus, puis ça va bien aller? Il me semble que c'est ambitieux comme but. Bien, les asseoir ensemble, oui. Les faire s'entendre sur les projets, ça, je suis pas convaincu. Parce que il va y avoir des priorités différentes là, d'une province à l'autre. Vous avez entendu François Legault vers la fin de la semaine dire, moi, c'est la ligne de transmission à haute tension entre Terre-Neuve et le Québec là, qui part de Churchill, ce qui est ma priorité. Est-ce que ça, c'est la priorité de l'Alberta? Probablement pas. Qu'il y a une autre priorité qui voudrait voir un pipeline. C'est pas tant la priorité du Québec. Il n'est pas contre, mais on n'est pas pour non plus au Québec. Donc, ça va être difficile de trouver des projets sur lesquels ils s'entendent. Dans le cas de Doug Ford, on est dans les minéraux critiques, là, le Ring of Fire en haut de l'Ontario, où il y a d'ailleurs ses propres problèmes avec les Premières Nations dans ce coin-là pour faire accepter les projets. Donc, ça ne sera pas facile de trouver des projets sur lesquels les premiers ministres s'entendent et pour lesquels on va donc être capable d'accélérer la construction de ces projets-là. Parce que vouloir sur papier l'accélérer, c'est une chose. Par exemple, diminuer le nombre d'examens d'évaluation environnementale. Bon, passer de 2 à 1, ça se fait. Encore, il en reste une. Et ça se peut qu'elle prenne du temps, cette évaluation-là, dépendamment de l'ampleur du projet. Consulter plus rapidement les Premières Nations, OK, oui, mais c'est encadré par la Cour suprême maintenant. On doit les consulter de manière assez élargie. On ne peut pas juste envoyer 2 stagiaires sur le long du trajet du pipeline pour consulter les Premières Nations. Ça ne marche plus. Donc, il y a quand même des limites à ce qu'on peut accélérer, qu'on peut vouloir faire en un temps raccourci pour des projets qui ne sont pas nécessairement si faciles à réaliser. Fanny, est-ce que c'est dangereux ce que M. Carney a mis la barre haute? C'est lui qui a dit, moi, je veux que ça marche, puis je veux que ça soit rapide. C'est lui qui a placé le marqueur, là. C'est ça. Et il y a quand même des contraintes majeures. D'abord, sur le plan législatif, c'est un gouvernement minoritaire. Donc, à chaque fois, le gouvernement doit se trouver un partenaire de danse. Mais il y a aussi tout le processus législatif qui est intrinsèquement très long. M. Carney veut aller vite, mais reste qu'il y a trois lectures qui doivent être faites à la Chambre des communes, 3 au Sénat. Il y a une étude en comité. Donc, ça, c'est pour la portion législative. Pour son idée d'accélérer les projets d'intérêt national, il y a quand même aussi certains écueils. Donc, Alec parlait des Premières Nations qui déjà ont levé la main en disant, bien attention, nous, on ne veut pas des consultations de façade. On veut être véritablement consultés et écoutés. Sur le plan environnemental aussi, ça pose certaines questions parce que si on abaisse trop les critères environnementaux, bien, le risque, c'est de se mettre à dos quand même une certaine portion de la population, de donner de l'oxygène au Bloc québécois qui se pose en grand défenseur de l'environnement. Donc, il y a ça. Et le fait, par ailleurs, que si on va
si vite que ça peut nous causer des problèmes avec les tribunaux. On peut avoir des litiges devant les tribunaux et là, ben, bonjour les délais. Donc, ça peut avoir l'effet complètement inverse. À vouloir aller trop vite, on pourrait finalement se ramasser avec du recul. Parlez-en à Stephen Harper. Ouais. Oui, Chantal, vous allez dire? Non, mais il y a deux problèmes. D'abord, il n'y a pas un premier ministre des Premières Nations, le chef de l'Assemblée des Premières Nations, qui peut dire « Oui, j'ai été consulté, alors ça va pour 5 projets. » Les nations autochtones, il n'y en a pas une qui parle pour les autres, là, on s'entend. Mais ensuite, s'entendre avec les premiers ministres. Rappelez-vous, Justin Trudeau, il a réuni les premiers ministres à Vancouver à peu près au même moment, après son élection en 2015. Tout le monde s'est entendu. Il y a une merveilleuse photo, c'est un portrait de famille. Moi, je m'en servais quand je donnais des cours de politique publique parce que je prenais la photo de l'année suivante. C'était quoi la différence? Il y avait 3 ou 4 visages qui étaient plus là. Ouais. Donc, il peut toujours s'entendre avec les premiers ministres qui voient maintenant, mais si ça devient des gros enjeux, ça devient des enjeux électoraux, il risque de se ramasser avec des premiers ministres qui se font élire contre certains de ces projets-là. Donc, oui, c'est extraordinairement délicat. Effectivement. En tout cas, on va en reparler vite parce qu'il veut que ça se passe vite. D'ici le 1er juillet, on va sûrement réaborder. Alex, Chantal, Fanny, merci infiniment. Fanny, je vous retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir.